Le jeune qui va se retrouver dans une fac et qui n'aura pas le temps ni la possibilité, parce qu'il est dans une fac où il n'y a pas l'opportunité d'avoir des conférences sur ces sujets-là, il aura deux choix. Le premier, c'est d'essayer de se relier, mais si c'est compliqué pour lui, il ne le fera pas. Et le deuxième choix, et c'est très binaire, c'est de baisser le profil et de cacher son identité. Se maraniser. Shalom Marié. Shalom Gabriel. On est très heureux de t'avoir enfin sur le podcast de Shofar. Tu rentres d'une longue période en tant que responsable, directeur de l'agence juive en France. Et donc ça va nous intéresser d'avoir ton analyse, voir les enjeux un petit peu que tu ressens dans la communauté française. Et aujourd'hui, tu as pris un autre poste, qui est le poste à Ofek Israël. Tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est, qui permet aussi d'avoir une vision, pas uniquement sur la communauté juive de France, mais aussi sur les communautés juives à travers le monde. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu peux nous donner quelques lignes biographiques pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors je vais faire comme tous les Olim, je vais revenir à mon alia. J'ai fait mon alia il y a de cela 26 ans, du Maroc. Je suis venu directement en Israël, j'ai fait mes études à l'Université hébraïque de Jérusalem, je fais mon service militaire à l'armée de l'air, un peu comme tout le parcours du Olé classique. Et j'ai commencé à travailler un petit peu par hasard dans le monde juif. D'abord par une première expérience après mon service militaire où j'ai travaillé dans une pnimia, dans un internat, où je me suis occupé des jeunes qui venaient faire leur alia, ça s'appelait la Chavat HaNoar Hatzioni. Et puis de là-bas, j'ai commencé à travailler ensuite à l'agence juive et je suis sorti dans ma première mission, ma première shlichut, entre 2008 et 2011, où j'étais responsable du département jeunesse et ensuite chez Aliar Dubna qui va pendant un an. Et à mon retour, j'ai pris la direction pendant 10 ans des programmes Massa pour l'expérience israélienne, où on a fait venir des centaines de jeunes par an qui venaient dans un certain nombre de programmes Massa qui existent pour la plupart encore aujourd'hui. Donc les programmes Massa, c'est des programmes de 6 mois, 1 an, première année en Israël, où il y a différentes découvertes d'Israël, différents programmes. Tout à fait. Certains viennent pour une courte période pour découvrir Israël et repartent. Certains viennent en envisageant leur alia. On avait toutes sortes de programmes, que ce soit des jeunes de 18 ans ou des jeunes un peu plus âgés qui venaient pour des stages et autres expériences professionnelles. Et au terme donc de ces quasiment 10 ans là-bas, on m'a proposé en plein début du Corona de prendre la direction de l'agence juive en France et en Europe de l'Ouest. Donc j'étais responsable sur 6 pays en Europe de l'agence juive, où on s'occupait de tout ce que fait l'agence juive de manière générale, c'est-à-dire éducation juive, Aliyah naturellement, c'est la partie la plus connue de ce que fait l'agence juive, et le lien avec Israël à travers les communautés, le lien entre la diaspora et Israël. Et aujourd'hui, tu t'occupes de Ofek Israël, tu peux juste définir, les gens ne connaissent pas forcément. Alors Ofek Israël, c'est une sorte de société gouvernementale, on va dire ça comme ça, qui a pour objectif de promouvoir l'Aliyah à travers le monde. Donc on écrit la stratégie, on budgétise tout ce qui est lié à la promotion de l'Aliyah à travers le monde, dans plus de 40 communautés à travers le monde. Okay. Wow. On va se focaliser un petit peu sur la communauté juive de France. Donc après 3 ans de contact avec cette communauté, qu'est-ce que tu sens? Quelles sont tes analyses? Qu'est-ce qui préoccupe cette communauté? Quels sont aujourd'hui les enjeux importants qui se développent là-bas? Et aussi avec évidemment un regard sur la volonté d'Aliyah ou la non-volonté d'Aliyah. Alors pour pouvoir répondre, je vais faire un petit retour en arrière de quand j'ai commencé, quand j'ai pris mes fonctions. J'arrive en France à la période du Corona, deuxième vague. Les communautés sont complètement vides, les synagogues sont vides, les centres communautaires, comme partout dans le monde d'ailleurs, hein, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas bouger. Et les communautés commençaient à être très inquiètes parce qu'elles comprenaient que dès la sortie du Corona, et on savait que ça allait arriver un jour ou l'autre, les jeunes risquaient de ne plus revenir dans les centres communautaires, dans les mouvements de jeunesse et ailleurs. On a brisé l'habitude, quoi. Exactement. Un parent m'a dit une fois, j'ai mis 10 ans à éduquer mon fils à aller à la synagogue depuis qu'il était petit avec moi, pour que maintenant je lui dise finalement on fait la tefila à la maison, et puis il est très content de faire la tefila rapidement le vendredi soir à la maison et rester à la maison. Comment je vais faire pour le ramener à la synagogue? Et en fait c'était quelque chose c'était un challenge. Et que plus je tournais dans les communautés à travers l'Europe, que ce soit en Espagne, que ce soit en Belgique et ailleurs, et puis je me rendais compte que c'était le même souci, le même problème qu'on avait à partir de là. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai fait appel à ma direction en Israël et aux différents ministères gouvernementaux pour dire il faut absolument qu'on fasse un plan pour pouvoir ramener les jeunes
dans les communautés. Alors on a mis en place pas mal de projets, je ne vais pas rentrer peut-être dans les détails, mais ce qu'on s'est rendu compte en réalité, c'est que ce n'était pas uniquement le lien avec Israël qui se coupait, c'était le lien avec la communauté. Ouais. Et on a dû travailler tous ensemble. Alors la communauté juive de France a mis en place le fonds Myriam et beaucoup d'autres initiatives pour ça. Et nous, de notre côté, on s'est mis à sortir beaucoup de shlichim. Donc la France, sur laquelle, ma région sur laquelle il y avait 5 shlichim au départ, donc des émissaires qui venaient d'Israël, on est passé à plus de 30 shlichim à la fin de ma shlichut. Des jeunes shlichim de 18 ans qui venaient dans les communautés, dans les écoles pour pouvoir parler aux jeunes, pour pouvoir créer ce lien-là, des shlichim dans les campus, des shlichim dans les mouvements de jeunesse. Et donc on a vraiment travaillé là-dessus pour repermettre à cette jeunesse-là de ressortir et de revivre. Et je pense qu'il y a une sorte de pacte qui s'est fait depuis cette période-là entre l'État d'Israël et la diaspora, dans le sens où la diaspora dit aujourd'hui, on a des infrastructures, on a de l'argent, pas beaucoup, mais on a ce qu'on a au travers de notre communauté. Ce qui nous manque, c'est des éducateurs. Parce que quand on se rend compte de ce qui se passe dans les communautés, et en particulier en France, plus personne ne veut être éducateur. Une fois, j'étais dans un salon des métiers, et c'est extraordinaire de voir ça. On avait des jeunes, naturellement, dans tous les stands, médecine, dentaire, etc. Le seul stand qui était complètement vide, c'était le stand des profs, pour devenir prof. Et donc, c'était quelque chose qu'on voit de manière très claire, qu'il n'y a pas d'envie de travailler dans ce domaine-là. Donc, on allait chercher dans le vivier, je dirais, d'Israël, ces profs-là, ces éducateurs, ceux qui veulent venir travailler dans l'éducation formelle et informelle pour pouvoir enrichir les communautés et surtout créer ce lien-là avec cette jeunesse. Donc on a eu cette opportunité de pouvoir faire ça. Et on s'est rendu compte, par rapport à la question qui a été posée, qu'il y avait une rupture totale avec Israël. C'est-à-dire qu'on avait une jeunesse, d'abord qui ne connaissait rien, ni sur l'histoire d'Israël, ni sur la politique, ni sur l'histoire contemporaine d'Israël. Je ne veux même pas parler du mouvement sioniste et plus loin, je parle même de choses qui se sont passées dans les dernières années en Israël. Ouais. Et donc on avait un véritable problème, un véritable challenge par rapport à ça, de redonner à cette jeunesse-là l'envie de s'intéresser à Israël. Même aujourd'hui, des jeunes qui grandissent dans les écoles juives, tu sens une sorte de distance par rapport à Israël, méconnaissance par rapport à Israël? À partir du 7 octobre, je pense que la situation commence à changer, on va peut-être en parler après. Ouais. Mais en tout cas, jusqu'au 7 octobre, complètement. Wow. Je vais donner un exemple. Un des plus grands, si ce n'est le plus grand mouvement de jeunesse juif de France, sans le citer, a fait une sorte de commission, alors je ne sais pas exactement comment ils appellent ça, où toute sa direction devait décider quels étaient les 10 sujets les plus importants à traiter avec la jeunesse du mouvement. Donc c'était les cadres du mouvement qui discutaient de ce dont on voulait parler en tant que leadership. Ouais. Israël n'était même pas dans les 10 sujets. C'est-à-dire qu'on avait, par exemple, la situation du climat dans le monde, voilà, qui était plus important que le lien qu'on a avec Israël. Voilà. C'est un exemple que je peux donner. Un deuxième exemple que je peux donner, c'est qu'une personnalité importante franco-israélienne m'a raconté qu'une fois, il était à un dîner de Shabbat chez des amis, dans un quartier juif, sans donner le nom du quartier. Et il parlait avec la fille qui était dans une très bonne école juive parisienne, dont je ne citerai pas le nom, d'accord ? Et il lui demande « Qu'est-ce que tu veux faire après le bac ?» Alors il lui donne des options, elle lui dit « Je reste ici, je vais éventuellement étudier médecine en Espagne ou au Portugal. » Elle donne plusieurs options. Ouais. États-Unis, et il lui pose la question « Mais Israël, ça ne fait pas partie des options ?» Israël ? Non, non, pas du tout. Il m'a dit « J'avais dit Israël, j'aurais dit le Guatemala, ça aurait été la même réaction que j'aurais eue par rapport à ça. » Voilà, deux exemples qui montrent que on avait vraiment une sorte de déconnexion avec Israël. Elle est pas, c'est pas volontaire, c'est pas fait exprès. C'est de comprendre qu'est-ce qui se joue sur le fond. Comment ça se fait qu'une communauté comme la communauté juive de France, on va dire que les jeunes de cette communauté-là ressentent pas le caractère incroyable d'avoir une nation qui appartient au peuple juif, l'histoire incroyable du peuple d'Israël ces 100 dernières années, le retour des 4 coins du monde. Comment c'est possible de passer à côté de cette chose-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est au niveau des éducateurs, c'est au niveau du leadership, c'est au niveau de, à ton avis, où ça se joue? Comment ça se fait qu'il y ait cette absence-là? Il y a plusieurs sujets. Je n'accuserai pas, je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit, ni les profs, ni les écoles, ni même les parents de cette situation-là. Mais d'abord, on a une génération qui ne s'intéresse pas aux sujets historiques, même ceux de la France. Je suis persuadé que si on pose à ces jeunes-là des questions sur l'histoire de la France, à part ce qu'ils sont obligés d'étudier à l'école, ils n'ont pas des connaissances extrêmement profondes de ce qui est fait. Donc, je ne pense pas que ce soit forcément lié à Israël. Mais je pense que derrière cela, on a aussi un petit peu banalisé
le lien avec Israël. C'est le lieu des vacances. Alors, de la même manière qu'on va me raconter les vacances à Marbella ou en Thaïlande, il y a une grande mode d'aller en Thaïlande ces dernières années en France, on va me raconter les vacances en Israël. C'est peut-être aussi notre responsabilité à nous. Pourquoi, dans toute cette vague de tourisme qu'on a eue dans les 20 dernières années, pourquoi on n'a pas été capable de prendre cette jeunesse-là, une fois qu'elle était en Israël, de l'intéresser, de lui donner beaucoup plus d'éléments, d'outils qui sont liés à Israël. C'est lié aussi à la crise majeure que vivent les mouvements de jeunesse, où les jeunes ne vont plus dans les mouvements de jeunesse. Alors c'est vrai qu'à l'époque, ceux qui donnaient ce lien à Israël, c'était les mouvements de jeunesse. Mais si les mouvements de jeunesse se vident, alors il n'y a plus d'endroit où parler de ça. Alors il y a encore l'école juive. Bon, le problème c'est que l'école, elle est très scolaire. On a envie de réussir, on a envie d'avoir des bonnes notes, on a envie de construire l'avenir. Par exemple, je donne toujours l'exemple de la langue. C'est très important. L'hébreu, les parents me disent, moi je ne vais pas donner à mon enfant à étudier l'hébreu en LV2, je ne parle même pas de LV1, c'est évident, c'est l'anglais, mais LV2, c'est l'espagnol. Pourquoi? S'il va étudier médecine à Madrid, alors je préfère qu'il étudie l'espagnol, je préfère qu'il soit plus dans une optique d'avenir. L'hébreu, si ce n'est pas quelque chose qui a une utilité, alors on laisse de côté, et pourquoi pas, il le fera plus tard à un Ulpan, quand il voudra, quand il sera plus âgé. J'ai l'impression qu'il y a deux sujets. C'est-à-dire qu'il y a le premier sujet qui est le côté, comme tu as dit, historique, ou réaliser un petit peu l'époque incroyable qu'on est en train de vivre, le retour du peuple juif sur sa terre, etc. Ok, donc tu dis, on est dans une génération qui, de manière générale, se vit très au présent, mais il y a aussi la question de pourquoi Israël n'est pas un sujet pour le présent, justement. C'est-à-dire qu'on est face à des jeunes gens qui doivent réfléchir à où ils ont envie de vivre, et l'option d'être, entre guillemets, parmi les siens, de pouvoir vivre parmi son peuple, de pouvoir participer à cette reconstruction-là, et à part ça, il y a aussi tellement d'aspects incroyables et beaux et agréables dans la vie en Israël. Pourquoi ce n'est pas une option aussi au niveau du présent? Parce que je pense qu'ils sont dans un monde oppressant, dans lequel la carrière est extrêmement importante, et que, avant même de penser où, on va penser quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Quel va être mon avenir? Et de cela découle, tout découle. La langue qu'on va apprendre à l'école, l'investissement qu'on va avoir dans le Kodesh par rapport au Chol, même quand on est dans une école juive. Je ne parle même pas de ceux qui ne sont pas dans une école juive. Mais, donc tout va découler de cela. Il y a une sorte de pic d'Himalaya éducatif qui est le bac, sur lequel il faut absolument réussir, absolument amener la note qu'il faut pour pouvoir continuer le système éducatif, académique plus tard, pour pouvoir réussir sa carrière derrière ça. Donc il y a une véritable tension qui est liée à cela. Tu dis en fait, on est face à une jeunesse à qui on met une pression pas possible, scolaire, de carrière, etc. Et donc ça ne permet pas en fait la prise de recul de questions plus identitaires, questions de comment je me vois sur le long terme, etc. On est dans l'immédiat. Ouais, je ressens beaucoup ça pour avoir accompagné pas mal de groupes comme ça, type Bac Bleu Blanc, etc. C'est une vraie problématique. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il n'y a pas cette ouverture, ce recul-là, cette possibilité de respirer et de dire ok, comment je me vois sur le long terme et qu'est-ce qui est important pour moi. Mais c'est un problème français global, c'est pas juste un problème des Juifs français. Je m'étais un peu moqué gentiment d'un jeune, une fois, qui était venu à un entretien chez moi, il me dit je suis intéressé par un programme Massa, à partir un an en Israël, mais le problème c'est que je vais étudier à HEC. HEC, ils ne permettent pas de faire une année de césure, ce qu'on appelle en anglais le gap year. Je lui dis mais je ne comprends pas, c'est des hautes études commerciales qui ont pour but d'avoir une expérience, de t'ouvrir, de parler des langues, de connaître un peu des cultures différentes. À HEC, on ne permet pas de faire une année de césure, mais c'est HEC qui devrait être la première à prendre des CV. Mais le système français il est construit comme ça. Il y a une continuité, on ne peut pas la casser. Et celui qui la casse n'est pas un bon élément, quelqu'un de sérieux. Et je compare ça par exemple aux Juifs d'Amérique du Sud. En Amérique du Sud, il y a ce gap year. Au Mexique, 90% de la jeunesse vient faire une année de césure en Israël, vient faire l'année Massa en Israël. C'est pas pour rien que les mouvements de jeunesse dans ces pays-là sont beaucoup plus énergiques, beaucoup plus actifs, bien que même là-bas, il y a une crise. Mais qu'en France, parce qu'on donne à cette jeunesse-là la possibilité pendant un an de se construire, de construire un leadership, de comprendre son lien avec la communauté. Et ça, malheureusement, ça n'existe pas en France. C'est ce qu'on voit aussi en Israël. En Israël, le fait que justement les gens fassent souvent une année de yeshiva, de mechina, puis l'armée, puis etc., souvent quelques mois pour payer ses études et tout, et après rentrent dans leurs études, il
y a une maturité lorsque tu arrives aux études qui est complètement différente. Les gens arrivent aux études à 22-23 ans, ils savent pourquoi ils sont là, etc. Et c'est pas une espèce juste de continuité, de course. Mais là, tu mets le point sur le deuxième problème dont je voulais parler. Donc, j'ai parlé de la tension qu'on crée dans le système et la continuité qui doit être académique et sérieuse. Et le deuxième problème qu'on a, et qui est un problème majeur à mes yeux, c'est le fait qu'il n'y ait pas de pont entre les deux jeunesses, entre la jeunesse d'Israël et la jeunesse de diaspora. Si ces jeunes-là avaient la possibilité d'avoir des dizaines de jeunes Israéliens qui viennent leur rendre visite, et inversement, qu'ils viennent leur rendre visite en Israël et qu'ils connaissent, et qu'ils voient ce que c'est qu'un jeune de 19 ans israélien. Je vais donner un exemple. Mon fils a été travailler pour le Bac Bleu Blanc dans la logistique. Donc il accueillait les groupes à l'aéroport. Et il me disait, mais j'ai l'impression qu'ils ont 4 ans de moins que moi, alors qu'il a le même âge qu'eux, hein. Il a 19 ans, il est avant l'armée. Mais le fait, lui, qu'il ait 1 an et demi d'yeshiva, que depuis l'âge de 15 ans, il est dans un internat et qu'il se balade dans tout le pays tout seul, il a une maturité qui est bien plus grande, qui lui font même lui comprendre qu'il n'a pas le même âge que je pense que si. Et le fait qu'il aille là, qu'il soit à la yeshiva, qu'ensuite il aille à l'armée, donc il va commencer sa vie, je dirais, académique et professionnelle plus tard, ne serait-ce que l'échange, s'il y avait un échange entre ces jeunes-là, de temps en temps, où ils puissent se parler et comprendre qu'il y a la différence et qu'au final, cette jeunesse-là réussit et s'intègre pas moins bien que celui qui a tout fait à 18 ans selon les règles, ça pourrait créer justement ce lien-là informel dont a besoin cette jeunesse-là. Parce qu'au final, nous, en tant qu'éducateurs, je ne sais pas si on est capable d'avoir les outils pour faire comprendre l'importance de ce dont on parle. Je pense que l'interaction entre des jeunes du même âge, c'est extrêmement important. Ok, intéressant. Pour réfléchir à des projets qui vont dans ce sens. Je pense qu'il y a un autre point qui doit être soulevé, c'est au final, la réflexion identitaire, la réflexion de ma place dans mon peuple, etc., c'est quelque chose qui doit être aussi fourni par le discours de Torah. C'est-à-dire qu'au final, ces enfants, pour la plupart, vont fréquenter une synagogue, vont fréquenter une école juive pour certains, etc. Le lieu où, justement, on doit être capable de proposer un discours qui lie Torah, message juif, identité juive, et donc aussi être capable de voir le présent du peuple juif, le retour du peuple juif sur sa terre, qu'est-ce que ça signifie pour un regard de Torah, etc. Ça se fait aussi, a priori, dans la synagogue et dans les quelques cours de Kodesh qu'ils ont à l'école. Et c'est assez terrible, en fait, de voir à quel point, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quasiment pas présent. C'est-à-dire qu'on enseigne la Torah comme on l'aurait enseigné il y a 300 ans, il y a 400 ans, etc. Il ne s'est rien passé, le fait que 3 fois par jour on prie pour le retour à Sion et qu'on voit que c'est en train de se faire, ça on n'a pas forcément remarqué. Et c'est une des raisons d'être de Shofar et c'est ce qu'on essaie aussi de véhiculer, mais c'est justement dans ce lieu-là qui est le lieu de... On a un petit peu de réflexion identitaire qu'on arrive à faire rentrer dans leur programme. C'est à cet endroit-là qu'il faudrait qu'on arrive à faire passer quelque chose. Tout à fait, c'est une réforme énorme à faire. En même temps, je suis obligé d'être d'une certaine manière le porte-parole de ce que me disent les directeurs d'école et les rabbinim qui enseignent. C'est de me dire que parfois, quand on est au Talmud Torah, je ne parle même pas de l'école juive, au Talmud Torah, que j'ai 1h30 avec un gosse, que les parents attendent à l'extérieur à la minute pour pouvoir le chercher à la fin du Talmud Torah le dimanche, est-ce que j'ai le temps de faire ça ou est-ce que je dois rentrer dans la base, de lui expliquer ce qu'est le schéma Israël, ce qu'est le Shabbat, ce qu'est chaque chose. Et pareil, le rabbin qui nous dit qu'il a un Dvar Torah de 10 minutes samedi matin où les gens sont déjà à l'orne vers le kiddush qui commence bientôt. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette problématique du temps. Combien de temps on a et dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on est capable de donner et de faire pendant ce temps-là. Donc c'est une vraie question. Et c'est vrai qu'en cela, Shofar donne énormément parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont sur les réseaux. Pas que les jeunes, tout le monde d'ailleurs, hein, on est tous sur les réseaux. Et le fait de pouvoir donner ce supplément-là qu'on n'a pas réussi à recevoir ni au Talmud Torah, ni à l'école juive, ni à la synagogue, par le biais des réseaux, c'est extrêmement important. Et les gens ont besoin de ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait le succès de Shofar, parce qu'on se rend compte que les gens ont besoin. Et très souvent, on me dit, je ne savais pas pourquoi on jeûnait le 17 Tammuz, et je ne sais pas pourquoi si. Grâce à Shofar, j'ai réussi à entendre telle ou telle explication pour ces choses-là. D'accord, on va continuer. Okay. Quand tu prends un peu de recul sur les années que tu as passées là-bas, qu'est-ce que tu as compris sur la communauté juive que tu n'avais pas forcément compris avant?
Ma première shlichut, mais c'est une question d'âge aussi, hein. J'étais encore dans la trentaine et je pense que j'étais plus dans le jugement. J'avais du mal à comprendre pourquoi les gens ne partaient pas en Israël. Et parfois, ça me frustrait parce que je l'ai fait moi, et je me disais que c'était possible de le faire. Et que d'abord, c'est un devoir, mais c'était aussi possible de le faire et qu'au final, on pourrait réussir en Israël. Il est vrai que quand on vient dans la deuxième shlichut et qu'on se rend compte des situations, les choses sont plus complexes pour certaines personnes à certains âges. Par contre, là où j'ai du mal, et c'est quelque chose que j'ai compris, sur lequel je pense qu'il faut lutter et dire les choses de manière très claire, c'est les parents qui condamnent, et je vais utiliser le mot condamner parce que c'est un mot dur, leurs enfants à rester en France dans les 10-15 prochaines années en leur donnant des métiers qui sont des voies de garage en termes d'équivalence par rapport à Israël, qui sont des voies de garage dans le fait que, par exemple, médecine aujourd'hui, il faut finir tout le cursus avec les stages, avec l'internat, etc. Et les laisser pendant 15 ans comme ça, sachant qu'on ne sait pas dans quel avenir ils vont évoluer. Ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai plus de mal. Et c'est quelque chose sur lequel il faut absolument être clair dans le message. Il faut réfléchir à moyen et à long terme. Il faut arrêter de réfléchir à court terme en disant c'est plus facile d'étudier ici, c'est dans ma langue maternelle, il va rentrer le soir à la maison, Israël, il y a l'armée, Israël, c'est pas toujours sûr, etc. Et regarder l'avenir de la jeunesse. Et je pense que celui qui regarde, d'ailleurs les parents me le disent, j'ai bien fait de vous écouter il y a 10 ans quand vous êtes venu chercher mon fils à la maison, dans mon salon, vous m'avez dit que l'avenir était en Israël. Alors il en a mangé de la vache enragée au début, c'était pas facile. Mais aujourd'hui, il est bien construit, il a bien construit son avenir, il a un métier, il travaille, il est heureux, il est épanoui. C'est pas facile tous les jours, mais l'avenir est devant lui. Et je pense qu'en disant à un jeune, reste ici pour l'instant, d'une certaine manière, on lui barre la possibilité de construire un avenir serein en tant que juif. En gros, tu dis, et à quel point c'est présent aujourd'hui dans les consciences de la communauté juive en France que moyen-long terme, on doit réfléchir à des options de départ. C'est très binaire. Il y a ceux qui disent notre avenir est en France, est en Europe, et partout dans le monde, hein, d'ailleurs. Hein, ce que je dis là, et c'est vrai sur toutes les communautés. Notre avenir est ici, et on va le construire, on va se battre, ça ne va pas être facile. Les gens sont conscients. Je pense qu'il n'y a plus de naïveté de dire on va revenir à la France des années 60, 70, ou heureux comme un juif en France. Tout ça, les gens sont tout à fait conscients. Mais c'est notre avenir, on va se battre, on va construire des ligues contre l'antisémitisme, et contre la diffamation, et contre ceci, et contre cela. Il y a ce public-là, qui est dans cette vision-là, d'accord, qui est à mon avis la majorité aujourd'hui des Juifs en France. Et il y a une certaine minorité qui comprend qu'il y a un départ pour Israël. La question, quel est le bon timing ? Et dans cette question du timing-là, on tombe toujours dans les mêmes pièges habituels de dire pas tout de suite, encore 2 ans, encore 3 ans, et puis on pèse le pour et le contre. Sauf que ce que les gens ne comprennent pas, et ça c'est une règle très importante que les gens doivent comprendre. Plus tard, plus compliqué. C'est-à-dire le report ne facilite pas les choses, le report complique les choses. Alors il y a des reports qui sont obligatoires. Quand on a un parent, j'ai des cas où on me disait j'ai des parents malades, ils sont seuls, je suis le dernier enfant en France, je suis obligé de les assister. Qu'est-ce que je vais dire ? Ne fais pas la mitzvah de Kibud Orim. C'est compliqué, c'est un vrai débat qui se pose. Mais quand le report, c'est juste parce qu'on veut un peu gagner plus, on se dit que notre affaire, on va la vendre mieux, qu'on va mieux vendre notre appartement et toutes sortes de choses comme ça, alors là, il faut vraiment dire aux gens, au bout d'un moment, il faut faire le pas, il faut prendre le risque, parce que plus tôt on le fait, et plus simple ça sera. Moins compliqué ça sera plutôt. En fait, il y a une grosse différence aussi au niveau des âges. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose de parler à un jeune de 18 ans, on va dire de 18 à 25 ans, pas marié, sans enfant, etc. Où au final, venir en Israël, faire 6 mois d'Ulpan, tester, tenter, etc. Le coût et le risque est minime. Hier encore, je parlais avec un jeune qui était venu à mon cours à Tel Aviv et je lui disais, un jeune qui est de Suisse, je lui disais, mais qu'est-ce que tu perds maintenant à venir 6 mois, essayer, tester, etc. De toutes les manières, tu sais qu'un jour ou l'autre, tu voudras faire ce test-là. Et c'est pas la même chose quand on parle avec une famille de 4 enfants installés, etc. C'est pas du tout les mêmes enjeux, quoi. Donc, tout à fait, mais même une famille avec 4 enfants a un timing. Quand les enfants commencent à avoir un certain âge, ça devient plus compliqué.
Partir avec un adolescent, c'est beaucoup plus compliqué que de partir avec un enfant de 8-10 ans. Même si 8-10 ans, c'est un âge charnière, c'est important, on est avant la bar mitzvah. Donc, chaque année qui passe complique la tâche encore plus. Donc, même pour les familles, je pense que c'est très important de dire. Il est bien évident pour les jeunes de 18 ans, je l'ai dit, je pense que j'ai dit des choses claires, qu'il faut monter, il faut permettre aux jeunes de monter. Je précise aussi une chose, aujourd'hui, ce n'est pas tant les parents qui empêchent, c'est plus les jeunes qui voient plus leur avenir, parfois malheureusement en Europe, au niveau de la carrière, au niveau de ce qu'ils sont capables de faire, que les parents. Si avant, il y a 20 ans, quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, les parents avaient du mal et étaient le frein de la LIA, aujourd'hui le frein, c'est le jeune lui-même, c'est pas le parent. Beaucoup de fois, les parents suivent et veulent que le jeune parte. C'est plutôt le jeune qui veut d'abord construire sa carrière pour ensuite parler d'Israël. Voilà, donc c'est important de le dire. C'est étrange qu'on n'arrive pas à donner cette image. On sait à quel point en Israël, le côté Startup Nation, high-tech qui fonctionne extrêmement bien, des gens qui réussissent bien en Israël, vraiment. Comment ça se fait que pour les jeunes en France, Israël soit synonyme encore de difficultés, galères, etc. Je n'arrive pas forcément à comprendre. C'est notre échec, c'est mon échec, je l'assume. De la manière qu'on est nul en Hasbara, comment on traduit Hasbara, je ne sais plus comment on dit Hasbara. De la manière qu'on est nul dans le fait de défendre Israël sur les réseaux, je pense qu'on n'est pas bon non plus dans le fait d'expliquer les faits qui sont liés à Israël. Je vais donner un exemple simple, les médecins. Si tu demandes à un médecin en France, un médecin juif en France, quelqu'un qui connaît, qui vient souvent en Israël, qui a des congrès médicaux à Eilat, etc., combien gagne un médecin en Israël? Il va te dire ça ne dépasse pas les 3 000 €. Un médecin débutant en Israël, et pas à moins de 7 000 €, 7 à 8 000 €, pas à moins, hein, et c'est plus, je veux rester prudent, d'accord? On manque énormément de médecins en Israël. Et ça, c'est encore un mythe qu'on n'arrive pas à casser sur le fait que être médecin en Israël, c'est gagner 5 000 shekels à la Coupe Patrolim. Alors qu'aujourd'hui, à la Coupe Patrolim, on gagne plus qu'en high-tech quand on est médecin. Et, je ne parle même pas du high-tech, où les gens n'ont pas idée des salaires israéliens. J'ai un ami qui est venu me voir, il a une société dans le domaine de ce qu'on appelle une SS2I. Il cherche des ingénieurs qui placent dans des boîtes en France. Il me dit pourquoi je ne ramènerais pas des ingénieurs israéliens pour travailler en France? Bon, il me taquinait parce qu'il sait très bien que voilà, mon sionisme ne me permettra pas de faire des affaires avec lui. Mais en tout cas, quand je lui ai dit combien touchait un ingénieur en Israël, mais il m'a dit mais c'est complètement fou. Ici, on touche 3 à 4 000 € de salaire, l'ingénieur avec une certaine carrière. En Israël, on est même aujourd'hui, on est un peu en crise. On n'est pas à moins de 8 à 10 000 € pour un ingénieur, et voire même beaucoup plus. Donc, on a du mal à expliquer cela. Et parfois, c'est parce que quand on va prendre une vidéo de chauffard ou faire un petit clip sur un jeune qui a réussi, qu'est-ce qu'on va me dire derrière? Ah, mais vous nous montrez le seul qui a réussi dans le domaine. Alors, je peux pas filmer tous les médecins juifs qui ont fait leur aliyah, je peux pas filmer tous les ingénieurs qui ont étudié au Technion, qui ont fait leur aliyah, qui ont étudié au Technion, qui sont venus. Oui, je vous en montre un, mais comme lui, il y en a encore des dizaines et des centaines, parce que c'est les salaires en Israël, c'est pas parce que c'est lui, c'est les salaires en Israël dans ces domaines-là. Donc oui, on a du mal à expliquer ça. Je parle même pas de la qualité de vie en Israël, je rentre même pas dans ces sujets-là, parce qu'après on peut dire c'est subjectif. Mais objectivement, le niveau de vie, même en Israël, est plus élevé. Alors la vie est plus chère, mais est-ce que c'est pas cher de payer l'école juive en France, aux États-Unis, 25-30 000 $ l'année? Est-ce que c'est pas cher d'acheter de la nourriture cachère quand on achète la nourriture par rapport à la nourriture non cachère sur place là-bas? Donc si on comparons à ce que c'est que la vie d'un juif en France à la vie d'un Israélien. Alors quand on compare, on n'est pas si loin que ça, avec des salaires parfois plus élevés. Et ça, c'est quelque chose dont les gens ne se rendent pas compte, malheureusement. Tu sens que tu as senti que le leadership en France communautaire, c'est-à-dire les grands responsables des grandes institutions communautaires, que ce soit aussi les rabbins, etc., les directeurs d'école, tu as senti que ils étaient dans quelle vision? Est-ce qu'ils sont dans un mode où ils essayent de dire à leur communauté on est là encore sur du long terme, on construit sur du long terme, etc., ou est-ce que le discours change? D'abord, ça dépend forcément des rabbins et des dirigeants communautaires. Le discours a changé depuis 2015, il faut le dire. Depuis l'hyper kasher, on commémore malheureusement les 10 ans maintenant. J'ai entendu un responsable communautaire me dire une phrase dure mais pleine de sens. Il me dit « je ne peux pas », je dis que vous encouragez l'aliyah, il me dit « je n'ai pas le droit
d'empêcher quelqu'un ou d'essayer de le dissuader de faire son alia après les attentats de l'hypercacher. Il me dit c'est pas possible. Moralement, éthiquement, je ne peux pas me permettre de faire ça. Donc il me dit, j'empêche pas, je vous permets de rentrer dans les communautés, je n'encourage pas forcément, mais je vous laisse rentrer, parler au sein de ma communauté. Et ça, 2015 a créé une cassure là-dessus. Si avant c'était compliqué, il y avait ce qu'on appelait les rabbins sionistes qui nous laissaient rentrer et qui parlaient, et qui disaient des encouragements par rapport à l'Alia, et ceux qui ne laissaient pas du tout rentrer et qui trouvaient toutes sortes d'excuses pour dire que c'est pas possible ce Shabbat, mais revenez dans un mois, on en reparle, etc. Aujourd'hui, plus ou moins tout le monde va nous laisser rentrer. Moi, je sais qu'en tant qu'agent juive, directeur de l'agence juive, à chaque fois qu'on demandait à une communauté, on nous recevait. Aucune communauté n'a refusé de nous recevoir, mais il y a un discours de dire venez, faites votre travail, mais ce n'est pas à nous de le faire. Donc il n'y a pas d'encouragement par rapport à ça. Ça n'empêche que ces rabbins, beaucoup d'entre eux ont leurs enfants en Israël, croient à l'avenir du peuple juif en Israël eux-mêmes, mais dans leur rôle communautaire, ils préfèrent garder une certaine neutralité. Après le 7 octobre, qu'est-ce que tu as senti qui bougeait dans la communauté juive de France? Qu'est-ce que tu as senti qui changeait? D'abord, je pense qu'on voit ça à travers tout le monde juif. En France encore, le séisme était relativement plus faible que ce qu'on a dans certains pays où il n'y avait pas du tout de lien avec Israël. Mais en France, on s'est rendu compte que cette jeunesse-là, si je parle essentiellement de la jeunesse, s'est réveillée avec une claque énorme en se disant « mais au fond, on a touché notre cœur, on a touché nos entrailles. C'est notre pays, c'est ce qui s'est passé là-bas, c'est chez nous, en fait. Et le c'est chez nous, que j'ai entendu chez certains jeunes, 3 jours avant, si je les avais eus en séminaire pendant Chol HaMoed Sukkot, ils m'auraient dit « je suis un patriote français, je suis avant tout un juif de France ou un juif français, peu importe la déclinaison. » Et donc il y a eu cette cassure-là, de dire « c'est avant tout chez moi là-bas ». C'est fou, on a besoin de douleur de cet ordre-là pour d'un coup sentir qu'on appartient à quelque chose d'autre. C'est le drame de l'histoire du peuple juif. Hein. On refait toute l'histoire. Ça a toujours été le réveil extérieur qui nous a ramenés vers notre terre. Comment tu sens que ça prend forme, cette chose-là? Ok, il y a ce sentiment de on a été atteint dans quelque chose qui est finalement une part de nous-mêmes. Très bien. Et comment tu vois que cette chose bouge? D'abord, il y a un sentiment intérieur. Avant de parler des menaces extérieures, je vais en parler aussi, c'est important, mais d'abord c'est un sentiment intérieur profond. Moi j'ai des directeurs de centres de jeunes qui m'ont dit, on a vu débarquer des jeunes, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs, en nous disant, qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce que je peux me lier un petit peu à vous? J'ai envie de faire Shabbat, pas forcément dans le sens religieux du terme, mais avoir un alter ego. Pourquoi? Parce que je ne peux plus supporter l'indifférence ou parfois l'hostilité de ce qui se passe en dehors, que ce soit dans mon travail, que ce soit à ma fac, dans mon école. J'ai besoin de ressentir que ce qui a pris mes entrailles, d'autres le ressentent aussi. D'avoir un alter ego qui ressent la même chose que moi. Et donc ça, c'était quelque chose qui a été très fort et qui a fait que certains jeunes sont rapprochés. Ceux qui étaient déjà proches me disaient, mais attends, on veut comprendre l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment à Gaza? Mais est-ce qu'on les a opprimés à ces pauvres Gazaouis? C'est quoi notre histoire en fait? Donc il y en a qui revenaient sur le côté identitaire de se dire je veux retrouver des gens qui sont comme moi, et il y en a qui voulaient savoir un petit peu l'histoire, de comprendre ce qui se passe, les faits. Parce que quand on entendait des gens arriver à nier ce qui s'est passé le 7 octobre, etc., on avait besoin d'éléments pour pouvoir répondre à tout ça. Donc à la fois, c'était le premier élément, à la fois le deuxième, on créait ce séisme identitaire qui a fait que les jeunes ont voulu venir. Donc moi je me rappelle, j'étais encore directeur de l'agence juive en octobre, j'ai fini mon poste en décembre. N'importe quelle soirée qu'on organisait avec n'importe quelle personne qui était prête à parler de la situation en Israël, on remplissait des salles. Tout de suite. Et les mouvements de jeunesse qui pour certains rechignaient à nous recevoir ou à faire des activités avec nous, l'agent juif c'est devenu le guest star de toute conférence ou de tout sujet duquel on parlait sur place. Les responsables communautaires aussi se sont réveillés, pour certains d'entre eux qui étaient assez indifférents d'Israël, qui voulaient parler de ce qui se passait qu'en France, ils se sont retrouvés obligés d'être des ambassadeurs d'Israël, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Donc la situation a créé un vrai séisme positif
sur lequel je pense qu'on n'a pas assez travaillé nous-mêmes. Mais encore, on pourra développer. Mais je pense que nous-mêmes, on n'a pas compris la force de cela. Et d'abord parce qu'on était occupés par nous-mêmes, parce que voilà, on avait nos enfants à l'armée, on avait nos frères qui souffraient, et on avait besoin de nous-mêmes se réveiller par rapport à ce qui se passait chez nous. Et c'est vrai que tout de suite, on a eu un appel des communautés de diaspora. Venez nous aider, on a besoin de vous. Et on a pris ces quelques mois-là. Ce temps-là qu'on a perdu, bon, on l'a un peu rattrapé, mais pas assez. Il y a encore beaucoup à faire. Et surtout, avec l'accalmie, Dieu merci, qu'on souhaite, ce sentiment-là va perdre de son ampleur. Et si on ne profite pas de pouvoir, avec cette vague-là, ramener de l'identité, ramener du lien avec Israël, alors on aura perdu une opportunité. On a ressenti ça avec Shofar de manière incroyable. Les mêmes vidéos qui pouvaient faire, je sais pas, 20, 30 000, 40 000 vues avant le 7 octobre étaient à 200, 300, 400 000 vues juste après. Et le niveau d'intérêt, le niveau de partage, évidemment beaucoup de vidéos de Hasbara, de Israel Advocacy, mais même le simple fait aussi même les vidéos qui montraient plus l'héroïsme, la solidarité, l'unité, etc., étaient partagées. Donc, vraiment une sensation comme ça à l'unisson comme ça, avec les communautés en dehors d'Israël, y compris des gens extrêmement éloignés, donc des gens qui n'étaient pas du tout dans le cercle communautaire en Israël. Mais c'est important de dire, malheureusement, en France et encore plus aux États-Unis, ce n'est que le haut de l'iceberg. Il faut bien comprendre que l'enjeu qu'on a ici, le jeune qui va se retrouver dans une fac et qui n'aura pas le temps ni la possibilité, parce qu'il est dans une fac où il n'y a pas l'opportunité d'avoir des conférences sur ces sujets-là, il aura deux choix. Le premier, c'est d'essayer de se relier, mais si c'est compliqué pour lui, il ne le fera pas. Et le deuxième choix, et c'est très binaire, c'est de baisser le profil et de cacher son identité. Se maraniser. Et se maraniser, malheureusement, à moyen et à long terme, on a vu. Au final, on arrive à une assimilation, on s'assimile complètement. Et moi, je suis très inquiet pour cela, parce qu'il y en a énormément comme cela, qui vont cacher totalement leur identité, qui vont totalement dire « moi, je ne veux pas de cette histoire-là, et je vais changer de nom ». Moi, j'ai connu un étudiant de médecine que j'ai rencontré dans un Shabbat qu'on avait organisé, et qui me disait qu'il avait un prénom et un nom de famille non juif, d'emprunt, qu'il donnait pour des raisons pratiques parfois aussi. Il me disait, pour échanger les gardes, quand c'est samedi, c'est plus pratique de s'appeler François que de s'appeler Avraham ou Yitzhak dans une fac. Et aussi parce que je suis harcelé de questions par rapport au conflit israélo-palestinien, et je ne suis pas prêt à avoir ça. Je suis là pour étudier, je ne suis pas là pour être l'ambassadeur d'Israël dans ma fac. Et cela, malheureusement, c'est la partie silencieuse qu'on est en train de perdre, et d'où l'importance des réseaux, d'où l'importance de pouvoir travailler sur l'advocacy en disant « Non, on a raison, tu n'as pas à te cacher, tu n'as pas à cacher qui tu es, ce que tu es. » On s'est rendu compte que même lorsqu'on se bat beaucoup pour la vérité, la capacité en fait dans les réseaux et la capacité en fait de présenter la situation de manière tellement mensongère, c'est très très compliqué. Donc je peux imaginer pourquoi l'étudiant qui finalement se retrouve seul contre tous, avec des accusations de génocide et je sais quoi, etc., comment réagir face à ça. Est-ce que après le 7 octobre, on a senti aussi au niveau de l'ALIA une distinction? Ou là, jusque-là, tu as dit la volonté de se retrouver entre guillemets entre nous, de se renforcer, de retrouver un lien, etc. avec Israël, mais est-ce que ça va jusqu'à une démarche d'Alia ou pas encore? Alors, jusqu'à une démarche d'Alia, un peu. Je vais donner pour Shofar en exclusivité les chiffres qui sont encore pas tout à fait officiels, mais on est autour de 2150 olim sur l'année 2024, alors sachant qu'en 2023 on était sur 1300 olim. Donc oui, c'est une augmentation, mais quand on regarde une année d'Alia normale, je dirais régulière, on est à plus de 2500 olim. Je parle avant Corona et je parle d'une année classique, je vais prendre 2019. Alors j'essaie de comprendre, tu dis de manière générale la moyenne était à 2500, il y a eu une baisse en 2023. En 2023. Très grande. À cause de... Incompréhensible. On n'a pas réussi à comprendre pourquoi 2023 était une année Très bien. Et là, basse. c'est en train de remonter
Post-7 octobre. Post-7 octobre, okay. On re-augmente, mais on reste sur des chiffres normaux. Par contre, le nombre de dossiers d'ALIA ouverts, on est à plus de 400% d'augmentation. Si on est à 80% d'augmentation sur l'ALIA effective, on est sur 400%. Ça veut dire qu'en réalité, il y a tout un public qui se met à comprendre l'atmosphère qu'il y a en Europe, mais qui d'un autre côté a eu peur en 2024 de venir, sachant qu'il y avait le front du Nord qui leur faisait peur. Moi, je sais que beaucoup de gens m'ont dit, s'il y a une guerre avec le Nord, ils voyaient la guerre avec le Hezbollah comme un apocalypse now et qu'il risquait de passer des choses terribles en Israël. Est-ce qu'en 2025, on va avoir une réalisation de cette ALIA-là? C'est compliqué. On voit que les chiffres vont augmenter. On a des prévisions sur 3000, 3500 Olim. On n'est pas non plus dans une vague d'ALIA extrêmement grande, mais on a une prise de conscience. De toute façon, le domaine de la démographie, il faut bien comprendre, c'est des flux. C'est des flux et en réalité, chaque événement va créer sa prochaine vague d'ALIA. Les événements qui sont passés le 7 octobre, a créé une vague d'ALIA de quelques dizaines de milliers de personnes qui va monter sûrement sur les 5-10 prochaines années. D'accord, s'il n'y a pas encore un autre événement cataclysmique, on va avoir 10-15 000 Olim qui vont monter suite à ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais c'est une vague relativement faible par rapport à ce qu'on aurait pu attendre après le 7 octobre. Dans ce recul que tu as maintenant sur la communauté juive, il y a un sujet qui m'a toujours intéressé, c'est lorsqu'on regarde la communauté juive, souvent on est en fait en contact avec les écoles juives, les communautés, la synagogue, etc. Mais on sait bien que c'est une petite partie en fait de la communauté. Est-ce qu'on a une capacité d'avoir des chiffres? Combien de juifs en France, on peut dire qu'il y a 450 000 juifs en France, combien sont encore reliés à la communauté juive, l'école juive, etc. et combien sont déjà en dehors des cercles, à ton avis? C'est un sujet qui me passionne. J'ai un master en démographie de ce professeur Sergio Della Pergola et c'est un sujet qui m'a toujours passionné. D'abord, il faut comprendre une chose. Il y a une lacune énorme. Depuis 20 ans, depuis la dernière étude du professeur Eric Cohen, Zichrono Livracha, il n'y a aucune étude qui a été faite sur la démographie juive de France. Alors aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est des projections suite à la fameuse étude de l'époque. Donc on réactualise les chiffres. Donc ça, il faut comprendre. Donc quand on parle de 440 000 juifs en France, le chiffre, il n'est pas forcément exact. Par contre, ce qu'on sait, moi je dis toujours, la meilleure manière de calculer et de savoir qui sont les juifs qui sont dans le noyau dur communautaire et dans le noyau un peu plus large de la communauté, c'est de compter les juifs de Kippour. Voilà. Donc si on fait le calcul très rapidement ensemble, en gros, on a, d'après les services de protection de la communauté juive, autour de 120 000 juifs qui viennent à Kippour, d'accord, qui sont comptés avec des petits compteurs. 120 000 juifs sur les 450 000 juifs, 120 000 juifs qui viennent à Kippour. Voilà. Alors maintenant, je vais rajouter à ça des chiffres, dans le sens où le SPCJ n'est pas forcément dans toutes les synagogues. Il y a peut-être des petites synagogues de garage, à droite, à gauche, pirates, etc. Donc, on va rajouter 20-30 000 juifs sur toute la France qui ne sont pas forcément gardés dans le cadre des grandes synagogues du SPCJ. Donc on va aller sur 150 000, d'accord, sur ces 440 000, dont certains vont à la synagogue 3 fois par jour, d'accord. Et certains, à l'autre extrémité, ne viennent que à Kol Nidre ou à la Neila, à Kippour, d'accord. Donc on n'est pas plus que 150 000 qui sont dans le cercle communautaire et qui viennent à la communauté. On a un tiers des juifs qui viennent au moins à Kippour. Et on sait à quel point quelqu'un qui vient à Kippour, ça ne veut pas dire forcément que son fils est en école juive, etc. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on parle du chiffre de 440 000 juifs en France, on a un petit noyau en fait. Un petit noyau. C'est partout pareil. Je me considère comme un juif un peu communautaire qui a grandi dans une école juive, etc. En fait, c'est un nombre qui est assez limité. Assez limité. Alors, il y en a qui vont aller sur des prévisions de 200 000. D'accord, allez, même si je vais avec eux. Ça, on n'a pas plus de 50%. Et je vais te raconter une anecdote. J'étais une fois pour un dîner du Keren Hayesod à Toulon. Et je me suis assis avec des gens très sympathiques. J'ai donné une conférence sur l'ALIA des Juifs de Russie. Et puis après, je suis allé m'asseoir à une table de gens très sympathiques. 4 couples de retraités qui habitent Toulon. D'accord, ils me racontent sur leurs 8 enfants, un sur les 8 est marié avec un conjoint juif. D'accord. Voilà. C'est les juifs d'Afrique du Nord, bien installés, qui continuent parfois à aller à la synagogue, traditionnalistes. Ils ont des enfants qui ont à peu près mon âge, la quarantaine. Sur les 8,
Donc ils m'ont fait le tour, hein. Ils m'ont dit voilà mon fils, ma fille, etc. Pas marié, là. 8, 1 marié avec. Voilà, alors je ne dis pas que c'est les chiffres partout, hein. Il y a Paris et à la périphérie, on perd énormément de juifs dans la périphérie et dans les petites communautés, énormément. Dans le sud de la France, c'est une hécatombe, l'assimilation qu'on a. Mais il faut bien se rendre compte, si c'est ça les chiffres des mariages, on comprend bien qu'après ces gens-là ne viennent plus à Kippour et ne seront plus du tout liés à la communauté derrière ça. Alors il est vrai qu'il y a eu un réveil grâce au Rav Sitruk, Zichrono Livracha, à un certain moment. Mais encore une fois, c'est le haut de l'iceberg qui cache ce qui se passe en dessous. Et il faut bien être conscient aujourd'hui. Un jeune qui va à la fac en France, statistiquement, les statistiques ne sont pas très bonnes pour le fait qu'il reste dans le monde juif et qu'il se marie avec un ou une conjointe juive. D'accord ? Alors on va toujours me donner, ceux qui vont m'écouter vont me dire oui mais c'est pas vrai, moi tous ceux que je connais autour de moi qui ont fait Yavneh avec moi, ils sont tous mariés avec des juifs, etc. Je les connais ces histoires-là, d'accord, c'est sympathique pour ceux qui veulent se raconter des histoires, mais moi je suis un démographe, je regarde les choses froidement et froidement les choses sont claires. L'assimilation est le plus grand fléau du peuple juif depuis la Shoah. C'est un challenge énorme en fait. C'est le plus grand challenge du peuple juif. Le plus grand challenge du peuple juif. Le plus grand challenge du peuple juif et de l'État d'Israël. On a une responsabilité morale sur ces gens-là. On a une responsabilité de l'égard des juifs. Tu veux déjà qu'on passe maintenant à l'international? Qu'est-ce qui se passe de manière plus générale, maintenant que tu as la responsabilité d'être en contact avec différentes communautés? J'imagine que d'abord les États-Unis c'est un univers. Les États-Unis c'est 6 millions de juifs. C'est fou en fait. Là on parle jusqu'à maintenant de 400 000 juifs ou 450 000 juifs en France. D'un coup tu as 6 millions de juifs dont tu dois maintenant comprendre quelle est leur réalité de ça. Qu'est-ce que tu vois en fait maintenant que tu es face au reste du monde juif? Quels sont les enjeux? Quelles sont tes analyses? Qu'est-ce qui se joue là-bas? C'est marrant ce que tu dis, parce que la première fois que je suis arrivé à Brooklyn, là, alors j'étais déjà allé à Brooklyn, mais enfin dans le cadre de vacances, pas plus que ça, et là dans le cadre de mon poste, puis je discute avec un responsable communautaire, il me dit là, vous voyez le quartier là, Brooklyn, on a presque 1 million de juifs ici sur Brooklyn. Donc on a quasiment le double du nombre de juifs en France. Quand je dis Brooklyn, c'est le grand Brooklyn, en comptant un petit peu une partie de New York, mais enfin voilà, on est quasiment sur... New York c'est 2 millions de juifs, Los Angeles c'est 1 million de juifs. Donc c'est vrai que quand on vient de la communauté juive de France, où déjà on croyait qu'on avait affaire à un océan, mais alors là on a affaire à un monde infini. De manière générale dans le monde juif, on se rend compte qu'il y a un changement total. Je pense que les juifs américains, et pas que les juifs américains, les juifs anglais, les juifs américains, les juifs australiens, sont dans ce qu'on a appelé, nous, le début des années 2000. C'est-à-dire la conscience qu'il y a dans leur pays un antisémitisme qui était latent, qui s'est réveillé, qui a explosé, et qui va compliquer le fait de vivre en tant que juif aux États-Unis, en Angleterre, en Australie. Et de la même manière que le génie est sorti de la lampe, il ne reviendra pas dans cette lampe-là. Et c'est ça qu'on a ressenti au début des années 2000. C'est-à-dire aujourd'hui, la communauté juive de France, limite, elle était préparée malheureusement au 7 octobre, aux conséquences du 7 octobre, dans le sens où on avait déjà eu ça au début de l'intifada, et puis les différentes guerres qu'on a eues à travers les 20 dernières années. Les juifs des anglo, je vais les appeler juifs anglophones, n'avaient pas ça, ne connaissaient pas ça du tout. Et ils commencent à réaliser ça, et je pense que ça crée un réveil. Ça crée un réveil, d'abord identitaire, dont on a parlé, ce qu'on a vu, ce dont on a parlé en France a lieu dans ces pays-là, le rapprochement avec l'identité juive, avec Israël, le fait de rentrer dans les Hillel. Je donne un exemple, les Yeshiva University, elle a eu le triple de demandes d'incorporation, y compris pendant les études, d'étudiants qui ont voulu quitter des facs où ils sentaient que c'était hostile de pouvoir étudier. D'accord ? Donc ce sentiment-là, les écoles juives aussi, qui commencent à avoir énormément de demandes, parce que même dans les écoles, on se rend compte de la situation qu'on est en train de vivre. Donc tout cela crée une atmosphère qui va faire que l'Aliyah va être un sujet dont on parle. Je donne un exemple. Le Hillel, le fameux projet, l'organisation qui est sur plus de 100 campus aux États-Unis, qui nous a invités, en tant que ministère d'Aliyah et d'intégration, à venir, dans le cadre d'un forum qu'elle faisait avec 1200 directeurs de Hillel à travers les États-Unis, à venir présenter un stand et à venir parler des possibilités d'Aliyah, ce qui aurait été impensable avant le 7 octobre. Et avant le 7 octobre, en fait, on était face à une communauté, la communauté américaine,
l'ALIA n'était pas dans les options. L'ALIA, c'était l'affaire de 3000 juifs sionistes religieux qui ont grandi au Bnei Akiva, qui depuis qu'ils ont 15 ans, ils savaient qu'ils partaient, sauf qu'ils voulaient faire un peu d'argent et du business avant. Et une fois qu'ils avaient un peu acheté la maison au New Jersey, eh ben, ils faisaient leur ALIA après. Voilà, c'était l'affaire de ce public-là. Maintenant, ça commence à être l'affaire des étudiants. Les shlichim de l'agence juive dans les campus nous racontaient qu'ils ont en moyenne aujourd'hui entre 5 et 10 jeunes qui viennent les voir par semaine en leur posant des questions sur la possibilité de faire un stage en Israël, sur la possibilité de faire un master en Israël, ce qui n'existait pas avant. Ils n'avaient jamais eu des questions sur ces sujets-là avant, ça commence à se réveiller. Donc le réveil des années 2000 en France et commence à être véritablement ressenti dans les communautés à travers le monde. Tu sens que où ça se passe en particulier, c'est-à-dire c'est plutôt dans les grandes villes aux États-Unis, c'est plutôt dans les endroits où tu as des universités avec une grande part d'extrême gauche, plutôt en Angleterre où ils ont aussi un problème d'immigration très important, où tu sens que ça se réveille plus? D'abord, l'Angleterre va être la prochaine vague d'Aliyah d'Europe. Je pense que autant la France a, d'une certaine manière, beaucoup utilisé son réservoir d'Aliyah des 15 dernières années, autant l'Angleterre n'a pas du tout touché ce réservoir de futurs olim. Et il est très grand, il ne faut pas oublier, c'est la quatrième, 300 000 juifs, donc c'est la 4e communauté juive au monde, sachant qu'il y avait 300 olim à peu près par an en moyenne qui montaient d'Angleterre. C'est 300, 400 olim d'Angleterre. Aujourd'hui, on est déjà à 700 sur l'année 2024. Nos prévisions sont à plus de 1000 sur l'année 2025, donc on est dans une montée assez rapide, à mon avis, des chiffres d'Aliyah, parce qu'on se rencontre en Angleterre, on ne peut plus vivre comme ça. J'ai fait plusieurs voyages en Angleterre ces dernières années, cette dernière année. Quand on va à Golders Green, on ressent un petit peu ce qu'on a ressenti à Sarcelles il y a 25 ans, c'est-à-dire que le bon quartier juif, le bon ghetto juif, et qui commence à avoir une population d'immigrants qui habitent là-bas, qui remplacent les juifs dans les appartements petit à petit. Et voilà, on sent ce qui s'est passé en France, et ce qui se passe en France et ce qui s'est passé il y a 20 ans, on le sent en Angleterre. Je pense que l'Angleterre va être le prochain vraiment réservoir d'Aliyah de l'État d'Israël dans les prochaines années. Les États-Unis, les chiffres vont augmenter. Alors, certainement pas lié à la proportion de 6 millions de juifs, mais je pense qu'on va dépasser les 5-6 000 juifs par an qui vont monter d'Angleterre. L'Australie commence à parler d'Aliyah, ils nous ont invités spécialement à venir parler d'Aliyah en Australie. Pour nous, ils vivaient dans un paradis sur Terre, à côté des requins et sur l'océan, mais même là-bas, on ressent le besoin. Le Canada qui va être bientôt la deuxième communauté, la plus grande communauté juive au monde, elle va dépasser la France dans les 5 prochaines années. Il faut bien comprendre que la démographie juive française est en déclin, alors qu'il y a certains pays où la démographie est en augmentation. L'assimilation ou à cause du départ Mais l'assimilation, le départ, que ce soit vers Israël, que ce soit vers les autres pays à travers le monde. Et d'un autre côté, le Canada qui, lui, oui, a accueilli des Juifs d'Afrique du Sud, des Juifs de France, d'Europe, d'Angleterre, qui commencent à venir s'installer là-bas et qui va devenir la deuxième communauté. Même là-bas, on ressent ça. Les plus gros actes antisémites qu'on a eus depuis le 7 octobre ont eu lieu au Canada, il faut le savoir. Des écoles sur lesquelles on a tiré, quand l'école était vide, certes, on a tiré à vraies balles sur des écoles juives, à Montréal et à Toronto. Donc on a un véritable réveil dans ces pays-là où on se rend compte que ça devient de plus en plus compliqué de vivre une vie juive. Il y a le réveil qui se passe dans les communautés de diaspora. Est-ce qu'il y a un rôle que Israël, ou même nous, habitants en Israël, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit faire en fait? Est-ce que Israël doit rendre plus facile, créer des programmes? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui te viennent à l'esprit où tu dis il faut qu'on soit à la hauteur de ce réveil qui se passe en diaspora? Si la question est est-ce que chacun d'entre nous déjà plus de manière globale au niveau étatique. Au niveau étatique. C'est un grand débat et j'essaye d'être toujours très honnête. Combien l'État d'Israël peut faire? Quand il s'agit d'un juif occidental, naturellement on a fait monter les juifs d'Éthiopie et ce qu'on leur a donné, le Merkaz Klita et le peu d'aides qu'on leur a donné, qui sont des aides correctes, importantes, mais modestes, suffisent pour faire monter des juifs qui vivent, on va dire, de manière non occidentale. D'accord ? Mais qu'est-ce qu'on peut donner à un juif occidental? Un juif qui a une maison au New Jersey sur 2 étages, telle la maison d'Autant n'emporte le vent. Qu'est-ce que je vais lui proposer ici? Un 4 pièces
je vais pas pouvoir lui donner ce que je peux pas donner à un citoyen israélien. Il y a toujours ce mythe-là, et c'est important de le casser, de dire mais pourquoi l'État d'Israël donne pas un appartement à chaque olé? Et pourquoi elle donne pas ça aux Milonikim qui ont risqué leur vie à Gaza et aux personnes âgées en Israël et aux pauvres, etc., etc. Donc qu'est-ce qu'on est capable de donner à un juif occidental qui va lui permettre de monter? Oui, il y a des choses comme les régulations des diplômes qu'il faut faire. C'est un scandale que certains qui travaillent dans des domaines médicaux ou paramédicaux, dans des niveaux extrêmement élevés en Angleterre, au Canada ou ailleurs, puissent avoir des difficultés à avoir des équivalences. Ça, oui, il faut travailler sur ces sujets-là. Mais est-ce qu'on est capable matériellement de donner des sommes ou des aides assez grandes qui vont faire switcher la personne en disant « Ah, waouh, j'ai cette aide-là, je vais pouvoir venir », l'État d'Israël n'a pas les moyens de le faire. Il faut dire la vérité, je pense qu'il ne faut pas être dans la démagogie ou dans l'ignorance de dire « Donnons des milliards et on va y arriver ». Même si on donne des dizaines de milliards, au final, ces aides-là vont s'arrêter à des dizaines de milliers d'euros. Ce n'est pas ça qui est le game changer pour permettre à une famille de monter. Par contre, si je rebondis sur ce que tu as dit, je pense qu'on a chacun d'entre nous un rôle à jouer. Le fait d'écrire à nos familles, à nos amis, à nos copains, aux connaissances de nos amis en leur disant « Viens nous rejoindre, viens, je vais te mettre en contact avec telle personne, je vais t'aider à trouver du boulot, tu as des questions sur tel ou tel sujet, je vais pouvoir t'y répondre. » C'est un travail de réseau en fait. C'est un travail de réseau qui est extrêmement important. Il est important pour deux raisons. D'abord, il est important parce qu'il est authentique et que quand les gens ils entendent sponsorisé par OFEC israélien ou sponsorisé par l'agent juive, alors ils sont toujours un peu plus suspicieux, ce qui est normal, ce que je peux comprendre, et que quand ils ont ce message-là de quelqu'un qui ne travaille pas dans le domaine, qui raconte son histoire, sa propre expérience, c'est beaucoup plus parlant que quand il s'agit de quelqu'un qui travaille de manière étatique dans le sujet. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense que c'est un message extrêmement fort. Il est assez heureux, il est assez épanoui, lui, en Israël, pour venir me proposer de venir vivre ici. Il y a peut-être quelque chose que je rate, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris. Et là, on va créer un questionnement et peut-être donner la force qui manque aux gens. Au final, il faut le dire, le fait de faire l'Aliyah, c'est le courage de sauter dans une piscine. Quand on a appris à nager, on a tous les bases de la natation, mais qu'on a toujours la peur de faire le geste. On peut donner toutes les explications, on peut tout expliquer aux gens. Au final, il faut avoir ce petit courage-là. Et parfois, il suffit d'un message, d'un cousin, de quelqu'un qui dit « Allez, viens, rejoins-nous. Allez, viens habiter à côté de chez moi à Ashdod ou à Ranana, je t'aiderai. » Il suffit parfois de ça. On a beau, en tant qu'État, vouloir faire énormément de choses, des salons et toutes sortes d'actions. Parfois, c'est la petite chose qui va faire la différence. Tu parlais de quoi? Je me rappelle à mes 18 ans, lorsque j'ai dû venir en Israël, donc j'étais seul, pas de famille en Israël, etc. Je me rappelle le moment comme ça, juste avant de venir en Israël, je me disais, ça va quand même être difficile. Et c'est le seul moment, en fait, où il y a eu un doute. Et après, tu arrives dans un programme, dans une yeshiva incroyable, chez le Rav Bochko, etc. Tu es encadré, tu te fais un groupe de copains. C'est-à-dire que souvent, l'appréhension, en fait, elle est beaucoup plus importante et beaucoup plus grande que ce que tu vas découvrir ici, du cadre qui va t'accueillir ici, aussi du côté merveilleux d'être parmi son peuple, etc., qui donne énormément de force. Donc, il y a besoin d'un petit courage, parce que oui, ça a l'air d'être étranger, mais une fois qu'on est ici, en tout cas, je parle plus de l'expérience de jeunes qui viennent. Je connais moins les familles qui viennent avec des enfants, c'est moins clair peut-être, mais pour les jeunes, vraiment, je connais peu, je ne connais pas en fait, de parcours qui sont mal passés ici, quoi. Les gens, au final, ça marche, ils s'intègrent, ils sont contents, ils sont heureux, ils n'ont qu'une seule envie, en effet, c'est de faire venir leur famille, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ce que je dis souvent quand je dirigeais les programmes massage, je faisais ce que j'appelais la réunion des aînés. Je prenais les premiers de la famille, tous les jeunes qui étaient les aînés de leur famille, je leur disais, vous allez vous asseoir autour de moi maintenant, sachez que le Bechor, ce n'est pas juste lié au Pidyon Aben, vous avez aussi un Pidyon de votre famille, de la France. Et si vous réussissez, les conséquences, elles seront énormes parce que vous allez réussir, votre petit frère ou votre petite sœur derrière va voir votre réussite, va vouloir faire la même chose que toi, et ça va faire crescendo, et les 3-4 enfants partiront, et à la fin, les parents rejoindront. Donc, de votre réussite dépend une famille entière. Et alors c'est vrai que parfois il me dit oh, tu nous as mis beaucoup sur les épaules, mais je pense que c'était important. Et très souvent les gens me revoient et me disent je me rappelle de cette conversation-là. Et au Hachem, on est tous là, mes parents ont rejoint, etc. Il y a une véritable responsabilité du jeune là-dessus, et c'est pour ça qu'il faut travailler sur les jeunes, parce qu'au final les jeunes vont ramener les parents. D'ailleurs parfois c'est même aussi l'inverse. Hein. Les grands-parents sont là,
Très souvent, c'est les grands-parents qui disent « Moi, j'ai plus rien à faire ici, je veux partir, je veux faire mon alia ». Et puis les enfants qui ont du mal à vivre loin de leurs parents, qui rejoignent. Donc il y a cette dynamique-là sur laquelle il faut travailler. Mais c'est une question de courage. Une question de courage, c'est une question de... Pour résumer, au final, tu dis que depuis le 7 octobre, va y avoir une dynamique complètement différente en fait, dans le monde juif. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est réveillé, malheureusement beaucoup aussi à cause de l'antisémitisme et des différentes accusations un peu partout, etc. Mais tu dis, on rentre maintenant dans une nouvelle ère en fait, dans le monde juif de prise de conscience sur le moyen long terme que peut-être qu'on ne peut pas rester dans les pays diaspora dans lesquels on pensait être arrivé à notre terminus, mais en réalité, en fait, il faut qu'on commence à réfléchir différemment, quoi. Donc il y a un switch qui s'est passé. Il est clair, il est limpide, il est évident. Alors il ne va peut-être pas se voir en chiffres en termes d'Alia dans les 2-3 prochaines années, mais le compte à rebours a commencé au niveau. Et d'ailleurs, cette phrase-là, ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est des responsables communautaires qui nous disent « on a compris ». Surtout en Angleterre. En Angleterre, on l'entend clairement. On n'a plus notre place en Angleterre dans les 20-30 prochaines années. Voilà. C'est une phrase qu'on a entendue en France. Ça ne veut pas dire que les Juifs ne vont pas rester en France encore. On en a parlé précédemment. Et en Angleterre, pareil. Mais le fait d'avoir cette prise de conscience-là, elle est tout à fait nouvelle et elle date du 7 octobre. Alors c'est vrai que c'est assez paradoxal et peut-être c'est dur ce que je vais dire, mais moi qui travaille avec les Juifs de diaspora, le 7 octobre a eu malheureusement, encore une fois, mais des effets indispensables au réveil des Juifs de diaspora. Il faut le dire, c'est la réalité. Et c'est vrai que dans la prise de conscience, on a un vrai changement. Et c'est à nous d'y répondre, c'est à nous d'être présents pour les Juifs de diaspora, c'est à nous de venir. Et encore une fois, je dis, ce n'est pas tant budgétairement, ce n'est pas uniquement le budget dont il faut parler, c'est dans la prise de conscience aussi des Israéliens de l'importance. Parce qu'il y a aussi, quand je parlais d'une cassure tout à l'heure, il y a aussi une cassure dans la société israélienne qui me disent, mais au final, qu'est-ce qu'on a à voir avec eux? Quel est notre lien? Ok, ils sont heureux, ils sont très bien, tant mieux pour eux, qui réussissent là-bas. Ici, on a du mal, on galère, pourquoi les faire venir? Il y a aussi cette cassure-là, il faut la résorber, il faut travailler là-dessus. C'est extrêmement important, extrêmement important. Je pense qu'il y a aussi un travail, enfin, nous on essaye beaucoup de faire passer ce message-là, c'est que c'est sûr que l'antisémitisme dans les pays diaspora fait réfléchir et crée un espèce de moment d'un avant-après comme ça, et ça t'oblige de réfléchir à où j'ai envie d'éduquer mes enfants, etc. Mais c'est important beaucoup de personnes ne vont pas s'identifier, et ils ont raison, au fait que l'alia égale fuite. Non, l'alia c'est pas fuite, l'alia c'est l'accomplissement d'une promesse plurimillénaire, l'accomplissement d'un espoir plurimillénaire, c'est la possibilité de vivre son identité juive de manière sous forme de collectivité, sous forme de nation, la possibilité de contribuer à un projet complètement incroyable d'un peuple qui renaît de ses cendres après 2000 ans d'exil. Donc, essayer de faire attention, en fait, de dire, on comprend que vous commencez à y réfléchir parce que dans les facs c'est difficile, parce que vous avez eu un tag dans votre station de métro, etc. Mais on n'est pas en train de parler un langage qui est un langage de fuite, en train de parler un langage qui est au contraire un langage de waouh, il y a quelque chose qui est incroyable qui est en train de se passer, la destinée juive est en train de reprendre, de remonter sur la scène de l'histoire, venez participer à cette chose-là, quoi. Mais ça, c'est extrêmement important de le faire. Et ça, c'est le travail des éducateurs, c'est le travail de chauffard. Mais parfois, ça se fait tout seul de manière naturelle. On m'a raconté que les jours qui ont suivi l'opération des beepers, il faudrait que je vérifie l'information. En tout cas, si elle est vraie, elle est très intéressante. Le nombre de dossiers d'Alia ouverts a augmenté de manière significative. C'est cette gava, cette fierté de se dire waouh, hors la goïm, on est capable, on n'a toujours pas dit que c'était nous, hein, les voilà, on est capable d'être des juifs fiers et qui savent se venger de nos ennemis, de faire des choses importantes pour notre sécurité. Et c'est ce recul-là, c'est ce recul de se dire on appartient à un grand peuple, on a une histoire, c'est notre pays, c'est notre terre ici. Et à part le fait que les gens doivent le ressentir, on doit aussi l'apprendre, on doit aussi l'enseigner, on
doit aussi le montrer. Et il faut qu'on arrête aussi de travailler sur l'ALIA uniquement dans les termes budgétaires et combien on va gagner, combien on va recevoir. C'est pour ça que je refuse de rester dans ce débat-là. Je veux absolument que ce débat il prenne une hauteur de parler du retour à notre terre. Moi, c'est ce qui m'a fait monter. Moi, quand j'ai décidé de monter, je raconte souvent cette anecdote-là. Je me suis retrouvé à la synagogue Herzl de l'Université hébraïque de Jérusalem, où on voit dans la baie vitrée de Jérusalem, et ma question de juif de Galoute, c'était de poser la question pourquoi les siffrés Torah ils sont sur les côtés. J'ai dit mais on ne fait pas kavod au siffrés Torah. Et le guide m'a dit ici l'histoire juive tu la vis, tu n'as pas besoin de l'imaginer à travers un echal de manière tu l'as en face de toi. En face de toi, la vieille ville et le Beth Amikdash qui sera construit ici très bientôt. Et c'est ça qui m'a fait me réveiller. C'est pas qu'on m'a dit que les études à l'université hébraïque, elle était 75e au classement de Shanghai ou autre raison basique. C'est ça qui, moi, à 15 ans, m'a fait réfléchir en me disant il a peut-être raison ce gars-là. C'est peut-être là qu'il faut que je sois. C'est intéressant, c'est dit à propos des beepers et que ça fait une augmentation de ces ALIA. Hein. Je pense qu'il y a cette problématique-là qui est que quelqu'un qui est aujourd'hui en diaspora et qui regarde les sites d'infos, etc., y compris les sites d'infos juifs, au final, il est en contact avec toutes les difficultés qu'il y a en Israël. Il est en contact avec, malheureusement, les soldats qui tombent, malheureusement, tel ou tel attentat, etc. Et ce qui manque, et nous on essaie beaucoup dans Shofar de parler aussi de ça, ce qui manque c'est la capacité de voir qu'au contraire, il y a quelque chose qui se réveille, il y a une force immense, il y a une résilience immense, il y a une connexion qui se passe, une unité qui se passe justement dans des moments d'épreuve. Et nous qui sommes ici, on arrive à le vivre et ça ne nous donne qu'une seule envie, c'est de rester, de participer à ça, de construire. C'est comme une famille qui, dans des moments difficiles, personne n'a envie de quitter le bateau. Au contraire, on a envie d'être là et de participer, de contribuer par quelque chose de très fort qui est en train de se passer. Et on sent les forces qui sont en train de venir. Et je me dis, mais à distance, la seule chose qu'ils voient, c'est le caractère victimisant, le caractère difficile, etc. Donc il y a, à mon avis aussi, une problématique là-dedans qui est comment réussir à faire le pont pour dire ne voyez pas Israël que sous l'aspect sécuritaire difficile, etc., mais regardez aussi toutes les forces qui sont en train de se réveiller, l'héroïsme qu'on a vu le 7 octobre et qu'on voit depuis ces 15 derniers mois. Je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à communiquer là-dessus. Tu as tout à fait raison, et je le vivais ça, et je pensais exactement à ça les premiers jours de la guerre où on tapait à ma porte, les mouvements de jeunesse qui venaient apporter à ma fille des bonbons pour lui dire tiens bon, etc. Toutes ces petites choses-là de la vie qui sont extraordinaires. Le père de mon beau-frère m'a dit, il y a quelques jours, je l'ai rencontré dans une fête familiale, il m'a dit c'était extraordinaire. Après le 7 octobre, la dame qui s'occupe de nous au Bitoach Leumi m'a appelé pour voir est-ce qu'on allait bien, est-ce qu'on n'était pas trop déprimé, est-ce qu'on avait besoin de quelque chose. Il me dit, j'en avais les larmes aux yeux. C'est des petites choses de la vie, mais c'est très compliqué de communiquer sur ça. Et lui, il m'a dit, mais ça m'a donné une force incroyable d'avoir cette dame qui m'a appelé, qui a pensé à moi. Pourquoi? Mais moi, je ne suis pas un soldat, je ne suis pas sur le front. Pourquoi elle pense à moi? Pourquoi moi? Et ces petites choses-là, de la vie de tous les jours, qui font la différence, on n'arrive pas assez à communiquer dessus. Ouais, c'est forcé de le faire. Merci beaucoup, Arié. Ça nous a permis d'avoir une espèce de vision comme ça globale des enjeux du judaïsme aujourd'hui en diaspora, en France en particulier. Évidemment, c'est ça qui nous intéresse puisqu'on est un média francophone, mais aussi c'est intéressant d'avoir comme ça une vision globale. Et ce que je garde, c'est le fait que clairement, le 7 octobre, on sait à quel point dans la société israélienne, il y a un avant-après 7 octobre, mais tu dis au final, il y a aussi un avant-après 7 octobre dans le monde juif de manière générale. Merci beaucoup. Merci à toi. À très vite.